François Mickey-Marty, bienvenue. Vous êtes le président de Via Voice, un institut d'études et de conseil en opinion. Vous êtes aussi essayiste. Vous avez publié très récemment Les nouvelles fractures de l'humanité. C'est aux éditions de l'Aube. Nous allons en parler. Nous traversons actuellement une phase de tension sociale forte dans ce pays. Comment qualifier l'état d'esprit des Français actuellement ? Écoutez, l'état d'esprit des Français actuellement est très ambivalent. C'est-à-dire qu'on a deux maîtres mots qui prévalent, à savoir d'abord la lassitude et puis la colère. Et ces deux éléments qui sont prépondérants sont en nette progression depuis 1 an et demi. Lassitude de quoi ? Lassitude du régime politique, lassitude des réformes, lassitude des angoisses ? Lassitude face souvent à des situations qu'on ne maîtrise pas. Dans sa vie personnelle, au niveau aussi national, au niveau de la France dans son ensemble, le sentiment d'être submergé par des éléments, des catastrophes, la pandémie, la guerre en Ukraine, aujourd'hui des débats qui semblent mal maîtrisés, etc. Autrement dit, une succession, l'inflation bien entendu, une succession d'épreuves pour une partie des Français qui font que l'avenir s'obscurcit. Donc une lassitude face à un destin qu'on a le sentiment de moins en moins bien maîtriser. Alors à côté, il y a la colère, mais curieusement, même si les manifestations ont eu du succès, on n'a pas l'impression que le pays veut ou va basculer comme en 95 dans une grande protestation générale. C'est un effet d'optique ou c'est une réalité d'une colère finalement un peu impuissante ? C'est exactement ça, je crois, une colère impuissante, à savoir le sentiment qu'il, au fond, serait nécessaire d'exprimer un mal-être. On a rencontré des citoyens qui nous ont dit je crie mais personne ne m'entend. Donc une colère qui a vocation à être exprimée, mais finalement qui est souvent contrecarrée par une forme de fatalisme, d'impuissance. L'idée selon laquelle est-il bien nécessaire d'aller si loin pour véritablement transformer les choses ? C'est un paradoxe très important. Aujourd'hui, sur la réforme des retraites, la plupart des Français pensent que la réforme, malgré tout, sera adoptée. Donc des colères, mais des colères souvent intériorisées et qui cherchent leur exutoire. L'exutoire, s'il n'est pas dans la rue, s'il n'est pas dans la violence, il va être dans les urnes. C'est cela le rendez-vous que donnent les Français à tous les politiques ? Je crois désormais qu'on a plusieurs France et plusieurs modalités d'expression civique et citoyenne. Les urnes, bien entendu, mais on sait aussi que les taux d'abstention progressent durablement. Les réseaux sociaux, il ne faut pas les négliger, ils sont quand même extrêmement importants. Et puis, des formes probablement plus éruptives, plus imprévisibles. Vous savez, aujourd'hui, dans les récentes enquêtes d'opinion, on a plus de 40% des Français qui envisagent qu'on puisse avoir des mouvements sociaux beaucoup plus éruptifs, incertains, type gilets jaunes, pourquoi pas, même de moindre ampleur. Et aujourd'hui, sur la plupart des enjeux, et notamment sur la réforme des retraites, on a une France en vérité qui se clive, avec une partie des Français qui disent « nous sommes opposés à cette réforme, mais on a bien conscience qu'elle devra être adoptée », et d'autres, au contraire, qui sont beaucoup plus radicaux, qui sont beaucoup plus jusqu'au-boutistes et qui envisagent de poursuivre des mouvements plus extrémistes, plus radicaux peut-être, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ce qui a manqué pour l'instant dans la rue, c'est la jeunesse. Alors des jeunes manifestent, bien entendu, mais on n'a pas vu de blocage général des lycées. Pourtant, on a affaire à une génération qui a été un peu fracassée par les confinements de la Covid. Elle aurait tout pour essayer de renverser le système. Pourquoi la jeunesse est aussi molle ? C'est une très bonne question et c'est très frappant. Et nous ne sommes pas en effet du tout dans un scénario comparable à celui de mai 68 où des emportements positifs qui pouvaient avoir lieu en France en 1980. Notamment, on est très loin de tout ça. On a une partie de la jeunesse qui est inquiète, mais qui reste au fond cantonnée sur sa vie personnelle, qui estime que au fond, la situation ne permet pas véritablement de faire bouger les lignes. Et puis, plus encore, on a aujourd'hui plus d'un tiers des jeunes Français entre 18 et 25 ans qui sont extrêmement inquiets sur l'évolution, non pas uniquement des questions sociales et économiques en France, mais sur la question du climat, sur la question même de l'humanité. C'est-à-dire notre humanité a-t-elle une viabilité ? Et donc, une partie des jeunes aussi qui se replient sur eux-mêmes pour profiter de quelques instants de bien-être ou de paix qu'ils peuvent avoir, y compris avec leurs proches, et qui sont beaucoup moins, en dépit de leur malaise, dans l'expression virulente d'un espoir, d'un au-delà, d'un avenir qui pourrait être meilleur, mais qui sont un peu tétanisés d'une certaine manière par les mutations qu'ils anticipent et qui préfèrent se replier sur eux-mêmes. On a eu il y a quelques jours un chiffre étonnant. Les Français ont battu leur record de placement en épargne sur le livret A au mois de janvier. Alors de quoi cette thésaurisation est-elle le nom ?
Écoutez, je crois que ça renvoie vraiment aux éléments qu'on vient d'évoquer là, à savoir des inquiétudes qui sont extrêmement fortes. La question de l'inflation, bien entendu, c'est-à-dire que l'inflation, quand bien même l'inflation devrait ralentir au cours des mois qui viennent, ce sont plus ou moins les scénarios envisagés par le gouvernement, ça signifie que les prix à la consommation devraient rester extrêmement élevés par rapport à ce que l'on a connu il y a 1 an ou 1 an et demi. Le deuxième point, et qui est beaucoup plus général, je pense qu'il est plus psychologique, qui relève de la psychologie collective, c'est un sentiment d'incertitude du monde tel qu'il va. Quand vous avez appris, pour résumer, la vulnérabilité, qui n'est pas uniquement une vulnérabilité au sens physiologique, au sens lié au Covid, qui n'est pas uniquement une vulnérabilité de la santé, mais bien une vulnérabilité de tous les aspects de notre existence, eh bien ça plaide plutôt à préserver le maximum de sécurité que l'on peut avoir, que l'on peut imaginer, dans un monde qui apparaît plus que jamais fragile. Aujourd'hui, on a des enquêtes formidables du Crédoc là-dessus, on a plus du tiers des Français qui s'estiment vulnérables, pas uniquement en termes de santé, mais en termes économiques, sociaux. On peut d'une certaine manière chavirer, on peut voir sa situation personnelle évoluer et subir des épreuves que l'on n'avait pas anticipées. Où en est-on dans la solidarité entre les générations? On a vu les jeunes faire des efforts pour protéger leurs grands-parents de la Covid. Est-ce qu'on voit les grands-parents mettre de côté pour leurs petits-enfants? Est-ce que ça fonctionne? Alors oui, ça fonctionne souvent au sein des familles. C'est-à-dire, pour résumer, ça fonctionne peu de manière institutionnalisée, de manière associative au sens institutionnel du terme, mais on a de véritables transferts de solidarité entre les familles, qui sont bien sûr des transferts financiers, mais aussi des transferts de solidarité en termes de temps passé. Vous savez, on a quelques dirigeants politiques par le passé qui ont fait l'éloge de ce temps partagé entre les âges de la vie, notamment un discours célèbre de François Mitterrand sur ce sujet-là. C'est un peu ce que l'on voit aujourd'hui. Mais c'est du temps passé ensemble, bien entendu des solidarités au sens financier quand les choses se présentent, mais ça reste très encadré dans le cadre de la famille et d'une certaine manière ça peine à prendre le pas dans un cadre institutionnel beaucoup plus large. On le voit y compris dans le cadre des EHPAD, des institutions pour les personnes plus âgées ou plus fragiles. Il y a quelques tentatives qui visent à rassembler des personnes âgées et des plus jeunes, y compris parfois des étudiants. Mais d'une certaine manière, ça peine à véritablement s'institutionnaliser parce que l'autre est un autre peut-être un peu lointain qui est au-delà du cercle de la famille auquel on est prioritairement attaché. Cette période de lassitude et de colère, elle va avoir des conséquences politiques. On voit que l'exécutif, quand même, voit son opinion, ses bonnes opinions s'effriter. Donc on va avoir un exécutif affaibli. Mais quelles sont les oppositions qui en profitent ou qui peuvent en profiter? Eh bien, écoutez, alors le premier point que vous évoquez est extrêmement juste, c'est-à-dire que d'ores et déjà, l'exécutif sort très fragilisé de cette période de réforme des retraites que l'on a tenue et d'inflation également. Emmanuel Macron a perdu 7 points de popularité au cours des 2 derniers mois, à 26%. La Première ministre, 7 points également, à 23%. Donc on a un exécutif fragilisé. Ce qui est très frappant, c'est que l'opposition de gauche, pourrait-on dire, LFI, NUPES, n'en bénéficie pas véritablement. On n'a d'une part pas de progression en termes de popularité des différents leaders, on n'a surtout pas de crédibilité croissante en matière réformatrice. Aujourd'hui, 13-14% des Français estiment que la NUPES pourrait améliorer la situation des Français. C'est à peu ou prou la même chose qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans. Donc on n'a pas du tout de dynamique sur la gauche. On a, en termes d'opinion factuelle, une légère dynamique au sein du Rassemblement national, avec quelques progressions de popularité concernant Jordan Bardella et Marine Le Pen, mais on peut faire le pari que, compte tenu du contexte actuel, on a plutôt des vents porteurs en faveur du Rassemblement national aujourd'hui. Le discrédit, qui était déjà important sur le fonctionnement parlementaire de nos institutions, sur l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ce discrédit s'amplifie encore. Donc, on a une partie des Français, pas tous bien entendu, mais une partie des Français qui se désolidarisent encore un peu plus de la vie politique et qui cherchent d'autres solutions. Alors, je citais votre ouvrage « Les nouvelles fractures de l'humanité » qui est paru à la fin de l'année dernière aux éditions de l'Aube. Est-ce que pour vous, la numérisation du monde, la numérisation d'une grande partie du monde, crée des fossés entre les générations, entre les pays, entre les sociologies? Oui, bien sûr. Alors la numérisation, de fait, le produit depuis longtemps. Ce qui se profile pour les années qui viennent, pour le dire à très grands traits, c'est une évolution qui n'est pas uniquement réductible à l'idée d'un humain augmenté. On parle parfois du transhumanisme pour envisager dans les décennies qui viennent un humain, des êtres humains qui auraient des capacités décuplées par l'innovation, par la technologie, par la digitalisation en partie. Aujourd'hui, on assiste plutôt à une fragmentation des figures de l'être humain pour les années qui viennent. Certes, pour une partie des citoyens du monde, si l'on peut dire, une aspiration à avoir, en effet, cet humain augmenté par la technologie. D'autres privilégient, au contraire, un recours aux spiritualités, l'idée selon laquelle un être humain est un être fondamentalement spirituel, avec pourquoi pas une part de transcendance,
D'autres estiment que ce qui est à privilégier est un recours à un lieu de vie, à un territoire, à un terroir, être un homme enraciné, aurait dit Barrès autrefois. D'autres encore vont encore plus loin dans la réflexion en disant mais peut-être notre avenir sera celui d'avatars digitaux, cette fois-ci bien au-delà de l'humanité. C'est-à-dire on a des êtres qui dépassent l'humanité. Et donc ce qui se met en place progressivement pour les années qui viennent, c'est une confrontation entre les figures d'humanité qui peuvent tout à fait être non seulement incompatibles entre elles parfois, mais aussi entrer en véritable conflit, parce que ces chemins d'avenir apparaissent très souvent très, très opposés dans leurs valeurs. Faire nation va être quasiment impossible avec un tel paysage humain. À mon sens, c'est là l'enjeu principal des années qui viennent. C'est-à-dire comment faire collectif, comment relier ceux qui se dissocient. La grande tendance à laquelle on assiste depuis une vingtaine d'années et qui est aujourd'hui plus que jamais à l'œuvre est celle d'une fragmentation croissante. On parle parfois d'une archipélisation de la société. C'est plus que ça. On a en réalité des divergences dans la société. Dans un archipel, les îles sont équidistantes ou à des distances stables les unes par rapport aux autres. Ce à quoi on assiste, au contraire, c'était à une divergence croissante des opinions publiques, des publics entre eux. Donc, en effet, l'idée du lien, l'idée de ce qui peut nous rassembler, est probablement la question majeure qui va se poser au cours des années qui viennent. Une dernière question sur le vote récent de la Convention citoyenne. À plus de 80%, elle a validé l'idée qu'il fallait changer la législation sur la fin de vie. Est-ce que l'opinion publique française est prête sur ce qu'on appelle l'euthanasie ? Alors, pour être très clair sur le principe, oui, très clairement. On a, dans l'ensemble des enquêtes d'opinion qui ont été menées ces derniers mois, entre 75 et 80% des Français qui se déclarent favorables à l'euthanasie ou, selon d'autres termes, à un suicide médicalement assisté. Voilà. C'est le principe général. Ça ne répond pas nécessairement à la question des visions qui seraient adoptées, qui pourraient prévaloir pour ses proches, dans la vie quotidienne, etc., etc. Qu'est-ce qui est en train de changer fondamentalement ? C'est la vision de la fin de vie. Dans l'ensemble des enquêtes d'opinion qui ont été réalisées récemment, ce qui apparaît est l'idée selon laquelle la fin de vie doit être envisagée à travers une thérapie, c'est-à-dire autrement dit comme un soin. Peut-on prendre soin des personnes qui sont véritablement en fin de vie et comment faire que les thérapies deviennent des soins pour les personnes en fin de vie ? Les nouvelles fractures de l'humanité aux éditions de l'Aube. François Miquet-Marty, merci et bonne journée.